Bonjour, bienvenue à l'émission Regard sur l'itinérance. Mon invitée est Mylène Demarbre, psychologue à Médecins du Monde. Le sujet du jour est prendre soin. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de prendre soin? Je me suis dit, tiens, je vais aller voir dans le dictionnaire ce qu'on en dit. On dit s'occuper du bien-être, veiller à, prêter attention, sollicitude, préoccupation. Moi, je rajouterais pour la personne. C'est tout à fait le contraire de ne pas s'en occuper, ignorer, juger, blâmer, questionner, détourner le regard. Mais comment prendre soin de personnes en situation d'itinérance, de personnes blessées, traumatisées, en détresse, aux prises avec des problèmes de santé mentale, mais des personnes qui ne sont pas que ça aussi, qui sont des personnes débattantes, des personnes en combat pour la survie, pour améliorer leurs conditions. Des personnes à qui on donne peu la parole, justement, ou qui ont renoncé à cette parole qui leur rappelle la douleur que l'on tente d'oublier, d'anesthésier. Selon le dernier dénombrement, qui est un indicateur quand même assez imprécis de la réalité, pas qu'on veuille l'aggraver, mais on évoque plus de 50% de ces personnes en situation d'itinérance ou de désaffiliation qui disent avoir des problèmes de santé mentale, vivre avec des problèmes de santé mentale. On parle de détresse jusqu'à troubles psychotiques. Là. C'est très large et on ne veut pas surtout diagnostiquer. Au refuge des jeunes, donc que je dirige, il s'agit de jeunes hommes de 17 à 26 ans, la proportion est de 65% qui disent avoir des problèmes de santé mentale. Et la détresse est palpable et en nette croissance. Mais au-delà des statistiques, d'où vient cette souffrance? Comment peut-elle être entendue? J'ai entendu des jeunes me dire « Je suis à bout d'être à bout de respirer ». Un autre, j'entends encore l'écho de sa voix qui dit « Aidez-moi, aidez-moi ». Ou dites-le si je n'ai plus ma place parmi vous. Comment répondre à ces appels? Comment les entendre? Comment y répondre? C'est ce qu'on veut évoquer. On veut discuter de ça aujourd'hui avec mon invité, psychologue à Médecins du Monde, Mylène Demarbre. On revient. Bonjour Mylène, merci d'être là. Merci beaucoup. Bonjour France, merci à toi pour cette belle invitation. Permets-moi de te présenter. Alors, on a un beau CV ici, là. Et là, là. Donc, Mylène, tu es psychologue et directrice du programme Santé mentale à Médecins du Monde. Tu y es depuis bientôt 10 ans. Tu pratiques la psychologie depuis ton arrivée et tu es à la gestion du programme depuis bientôt 4 ans. Dans le cadre des activités cliniques, il y a une offre de psychothérapie à des personnes désaffiliées, itinérance, dépendance, précarité. Tu fais de la supervision clinique auprès d'équipes d'intervenants communautaires et supervises aussi quelques psys dans l'équipe de Médecins du Monde. On fait un peu de jargon, là, psy, là, ah, bon, pourquoi pas. Tu t'occupes de l'ensemble du programme santé mentale, de la conception et développement des activités, à la recherche de financement, aux représentations partenariales, ressources humaines. En plus, tu fais de la radio. Ça, c'est moi qui rajoute ça. Puis, avant d'arriver à Médecins du Monde, tu as travaillé en intervention auprès de jeunes de la rue ou à risque, en marge 12-17 notamment. Et tu as fait ta thèse doctorale sur la désaffiliation, les questions d'itinérance, de marginalité et d'exclusion sociale. Mon Dieu, t'es pas trop fatiguée?
On travaille fort, mais ça fait tellement de sens que ça nous nourrit en même temps. Voilà, puis on voit qu'il y a un lien dans tout ça, puis c'est ce qu'on va explorer ensemble au fil de ta pratique, de ton expérience et des rencontres avec les différentes populations. Alors donc, ma première question, puisque tu travailles à Médecins du Monde, et puis pour expliquer, parce que, bon, il y a beaucoup de nos auditeurs sans doute qui ont entendu parler de vous, mais et peut-être pas tout le monde. Alors, j'aimerais ça que tu nous expliques quelle est la mission et la philosophie de Médecins du Monde. Alors d'abord, un mot. Médecins du Monde, en fait, c'est une organisation non gouvernementale qui travaille à l'international. Donc, il y a un réseau international de Médecins du Monde. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ce qu'on fait ici, localement, à Montréal. La mission de Médecins du Monde part de l'idée que la santé est un droit pour tous. Puis nous, on travaille avec des populations pour qui le droit à la santé n'est pas respecté pour toutes sortes de raisons. La phrase qu'on met sous notre logo depuis plusieurs années est tout à fait en lien avec le titre d'aujourd'hui parce que c'est « soigner sans juger ». Donc, ça va tout à fait dans le thème de prendre soin. Donc, pour, en fait, favoriser que le droit à la santé des personnes soit respecté, on y va de deux manières. Premièrement, on offre des services de santé aux populations, donc de manière digne et adaptée. Mais il y a aussi tout un travail de plaidoyer, où, dans le fond, on essaie de travailler vers le changement social, puis de vraiment toucher aux causes qui font en sorte que le droit à la santé des personnes n'est pas respecté. Donc, que ce soit au plan législatif, social, la stigmatisation que les gens vivent, les barrières d'accès dans les systèmes de santé auxquels les personnes marginalisées font face. Puis, dans cet esprit-là, on travaille avec et pour les personnes. Donc, on essaie le plus qu'on peut d'impliquer finalement ces communautés-là, ou en tout cas de très, très enraciner sur le terrain pour que toutes les actions qu'on développe soient très ancrées sur le territoire où on est. C'est quoi les besoins, c'est quoi les réalités. Puis, on travaille aussi toujours en partenariat. Médecins du Monde à Montréal, on ne développe rien tout seul. Que ce soit nos actions de santé mentale, de santé physique, on est toujours avec d'autres acteurs du milieu, qu'ils soient communautaires ou même du réseau. C'est vraiment dans l'ADN, en fait, de dire on va faire les choses ensemble. Quand tu dis le plaidoyer, puis tu parles de différentes populations qui sont sur le territoire, c'est qui ces personnes-là auprès et avec qui vous travaillez? Donc, à Montréal, en ce moment, on travaille auprès des personnes itinérantes ou à risque de le devenir. Donc, pris dans un sens très large. Ça peut être des personnes qui sont dans la rue maintenant, qui ont été dans la rue, des personnes qui sont en grande précarité, qui vont avoir de la méfiance à aller vers les soins de santé traditionnels, des personnes qui consomment, qui ont consommé, qui font du travail du sexe ou qui peuvent vivre toutes sortes de discriminations sociales. Puis aussi, il y a tout un volet pour des personnes migrantes à statut précaire, donc des personnes pour qui le statut fait en sorte qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé, mais ils sont ici, ils vivent ici, donc ils ont quand même des besoins au niveau de la santé qui méritent d'être répondus. Il y en a qui n'ont pas de carte d'assurance maladie dans ces personnes-là migrantes, récemment arrivées ou même des fois arrivées de façon plus lointaine. C'est spécifiquement ces personnes-là que Médecins du Monde accompagne, en fait. Quand tu parles de leurs droits à ces personnes-là, en quoi tu estimes que leurs droits ne sont pas respectés ou sont bafoués? En fait, le droit à la santé, on pourrait se dire, c'est le droit d'obtenir des services adaptés à notre réalité, respectueux, qui répondent vraiment à nos besoins et qui sont réellement accessibles. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont un droit à la santé sur papier. La plupart des populations marginalisées ou itinérantes pourraient ultimement avoir accès à la RAMQ. Ouais. Par contre, ce qu'on observe dans la réalité, c'est qu'il y a toutes sortes de barrières quand ces personnes-là trouvent le courage de faire des appels à l'aide. Donc, ça peut être des barrières, des fois, banalement administratives, des délais d'attente, quelqu'un qui n'a pas de téléphone, la sectorisation, par exemple, du réseau pour des personnes qui peuvent être en déplacement ou qui n'ont pas de maison, dans un réseau qui fonctionne avec l'adresse. Mais ça peut aussi être des barrières beaucoup plus profondes
la stigmatisation, les préjugés, qui en fait sont partout en société et qui peuvent bien entendu être portés par les professionnels de la santé. Ouais. On travaille aussi beaucoup avec les populations autochtones en milieu urbain. Je pense que tout le monde se rappelle de l'affaire tristement célèbre de Joyce. Qui est un bel exemple, en fait, des dommages que ça peut faire, les préjugés, l'incompréhension, la stigmatisation. Puis comme quoi, on pourrait dire, elle était dans une institution de santé. Je pense qu'on pourrait s'entendre pour dire que son droit à la santé n'a pas été respecté. Ouais. Donc, c'est au-delà de l'accès aussi. Oui. Puis quand on parle de santé mentale, mais ça peut être encore plus compliqué aussi. Puis il y a tout... moi, quand je réfère aux jeunes avec qui je travaille, ils ont souvent peur d'aller voir un médecin. Donc, ils ont souvent eu des expériences regrettables, traumatisantes. Alors, donc, ils ne vont pas aller d'emblée à l'hôpital ou rencontrer, surtout pas un psychiatre. Alors, ça, on va en reparler tout à l'heure. Qui ne font pas du bon travail, mais c'est autre chose, là. Alors, ça nous amènerait, donc, au-delà de votre mission, votre philosophie, qu'est-ce que vous faites concrètement, les différents services que vous offrez à Médecins du Monde? Donc, il y a tout un volet plus de santé physique ou de santé globale. Nous, on est beaucoup dans les approches de proximité. Donc, on a une clinique mobile qui est un camion de soins. Ça va bientôt faire 8 ans qu'on a ça à Montréal. Puis, c'est nos équipes qui se déplacent dans des quartiers principalement sous-desservis. Donc, on essaie vraiment, en travaillant avec les partenaires, ça nous permet d'identifier ces lieux-là et de les modifier aux besoins. Donc, le camion arrive avec une infirmière, des bénévoles, puis on a beaucoup de collègues pairs, PAIRS, donc des navigateurs autochtones, des pairs en réduction des méfaits, des pairs migrants, donc des personnes qui ont elles-mêmes vécu un processus de migration, qui vont à la rencontre des gens, soit via la clinique mobile ou soit en se déplaçant, en fait, avec leur sac à dos, pour soigner, informer, entendre, référer, recevoir. Quand les gens ont besoin de santé physique, ont des besoins de santé physique plus grands que ce qui est possible d'apporter dans une clinique mobile, des chirurgies, des choses comme ça, il va y avoir aussi tout un accompagnement dans le système de santé. Donc, aller à la personne avec son rendez-vous, parler avec les équipes pour voir est-ce que l'heure est adaptée, est-ce que la personne comprend bien ce qu'on lui explique. Est-ce qu'elle se sent en sécurité? Donc, ça peut aussi être pour sécuriser la personne, cet accompagnement-là. On parlait de la méfiance que certains gens peuvent vivre. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qu'on connaît, sur qui on se fie avec nous, ça peut nous rendre beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus confortable. Puis, travailler avec les équipes, est-ce qu'on est capable d'adapter les choses pour que la personne soit mieux servie puis que tout se passe bien? En santé mentale, c'était un petit peu inclus dans ma présentation, mais en fait, on a 2 volets principaux. Les populations désaffiliées, donc très larges, itinérance, marginalisation, je pense que je l'ai décrit un petit peu tantôt. Puis on a aussi tout un volet pour les intervenants du milieu communautaire qui travaillent en itinérance, dépendance, travail du sexe et autres marginalités. L'esprit derrière ce programme-là, c'est d'aider les gens qui aident les gens. Puis l'idée, c'est de voir ça, en fait, comme une grande communauté. On sait qu'il y a beaucoup d'intervenants qui peuvent avoir eux-mêmes vécu ces expériences-là, donc la frontière est fluide. Puis, dans le fond, plus on renforce l'ensemble des acteurs qui travaillent ensemble pour résoudre les problématiques de désaffiliation puis d'exclusion sociale, plus on s'approche des solutions. En fait, en renforçant les intervenants, on participe aussi à l'amélioration des pratiques, au bien-être de ces intervenants-là, qui sont les premiers répondants pour les personnes au quotidien. Trop souvent négligés, d'ailleurs. Effectivement, dans l'ombre. Oui. Quand tu parles de désaffiliation, Mylène, est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent qu'est-ce qu'on veut dire? Avec plaisir. Écoutez, j'aurais envie de faire une petite introduction. Moi, depuis quand j'ai commencé ma thèse, puis tout ça, une des choses qui est très apparente, c'est comment souvent les appellations qu'on utilise pour décrire les personnes vont changer.
Donc, à une certaine époque, on parlait des jeunes de la rue. À un moment donné, hop, on change de mot. Il ne faut plus dire ça. Les SDF, les personnes en situation d'itinérance. Donc, c'est comme si il y avait un malaise dans le langage, finalement, à réussir à trouver des terminologies qui sont à la fois respectueuses, mais puis qui réussissent à cerner ce qu'il y en est. Le choix d'utiliser le terme désaffiliation à Médecins du monde, il y a un petit peu deux raisons. Premièrement, c'est que, en fait, ça parle de quelque chose de plus que le logement. Ouais. Donc, je n'entrerai pas dans les grands détails, c'est Robert Castel qui avait coin en bon français, qui avait amené ce terme-là, mais où en fait, oui, ça va parler d'une précarité résidentielle, mais ça va parler aussi d'une précarité relationnelle. Ouais. Donc, quelqu'un pour qui les liens aux autres, à la communauté, à la société sont abîmés, puis quelqu'un qui a comme perdu un rôle d'activité parmi les siens, j'ai envie de dire. Donc, être actif dans sa communauté, ça pourrait passer par le travail, mais ça pourrait passer par toutes sortes d'autres choses aussi. Des gens qui sont ensemble. Donc, ça met vraiment l'accent sur la rupture de lien social entre la personne et le groupe. Puis, ce qui est intéressant de ça, c'est que ça implique les deux côtés. Donc, la personne peut-être peut avoir... Le lien, il est rompu entre les deux. La société comme la personne sont aussi impliquées par cette notion-là. Puis, plus pour une question programmatique, l'idée, c'était aussi de ne pas se réduire à des personnes qui sont en situation d'itinérance maintenant pour respecter le fait que, en fait, ce sont des parcours. Puis nous, ce qu'on voit souvent, c'est des allers-retours. Donc, c'est pas linéaire, là, effectivement. Puis qu'on puisse autant desservir la personne qui a peut-être jamais été dans la rue, mais qui est tout à fait sur le bord. La personne qui est dans la rue maintenant, ou la personne qui vient de sortir de la rue, puis qui a toutes sortes de besoins d'accompagnement là-dedans. Donc, c'était de décoller finalement de la situation résidentielle pour se dire qu'il y a des gens qui habitent quelque part qui peuvent être très désaffiliés, isolés, seuls chez eux, dans leur maison de chambre, avec des liens extrêmement ténus aux autres et à eux-mêmes. Donc, le choix de ce mot-là venait de là. Tout à l'heure, quand on parlait de l'implantation de Médecins du monde, c'est toujours surprenant de se dire dans une société riche, où on est censé avoir un système de santé universel. Bon, on voit bien que là, le privé, mais c'est pas là que va aller notre monde, là, dans le privé, on s'entend. C'est quand même un indicateur là, que ça tourne pas rond. Quand c'est une roulotte de Médecins du monde avec des bénévoles, des navigateurs qui se promènent, des pères aidants, tout ça. Qu'est-ce que ça révèle, ça, cette nécessité-là, maintenant? Puis, est-ce que l'autre partie de ma question, c'est aussi, est-ce que ça conforte certains politiques, certains gouvernements à ne pas faire davantage, justement, pour respecter les droits, puis de s'assurer qu'il y a une réelle accessibilité pour tout le monde? Des grosses questions, mais j'ai déjà entendu ça, moi-même, l'avoir déjà demandé. Mais comment tu vois ça? C'est tout le débat. On entendait souvent, mais est-ce qu'on vient remplacer le réseau? Et si oui, est-ce que c'est un problème? Puis en fait, la question est tout à fait... résonne beaucoup à Médecins du monde, où est-ce qu'on a ces réflexions-là en équipe fréquemment. Pendant longtemps, à Médecins du monde, on disait nous, on travaille pour disparaître. Donc l'idée, c'est on va mettre des choses en place, puis on va passer la POC en bon québécois, et puis ça va être repris. Maintenant, on commence un petit peu à changer notre discours, à affiner ce discours-là. Puis on est plutôt en ce moment dans une perspective dans la réalité actuelle telle qu'elle est, c'est important qu'on travaille ensemble avec le réseau. Ce que ça révèle, notre camion de soins, bien entendu, c'est entre autres que pour toutes sortes de raisons, il y a des personnes qui ne sont pas rejointes. Qui ne sont pas rejointes et qui ne sont pas desservies. Ça, c'est inacceptable. Par ailleurs, quand on pense au système de santé publique, c'est une immense machine. Et puis, l'idée de ce réseau-là, c'est de répondre aux besoins du plus grand nombre, puis dans une vision populationnelle très large. Donc, peut-être que ça fait sens aussi que
il y a des cracks des fois, ou en tout cas, ces programmes-là qui sont faits à très grande échelle peuvent pas toujours être adaptés pour chaque petit détail ou pour toutes les complexités que les personnes qu'on dessert vivent. Donc, c'est dans ce sens-là maintenant qu'on se dit, OK, travaillons ensemble. Nous, on est sur place, on est sur le terrain, on a l'expérience, puis on a les contacts pour rejoindre les personnes les plus désaffiliées. On va commencer ce lien-là. On va travailler avec eux. Puis après, quand les gens sont prêts ou ont besoin de soins de santé physique, travailler avec nous pour qu'on ouvre des portes. Travailler avec nous pour qu'on adapte les pratiques pour que ça se passe bien. Donc, présentement, c'est un petit peu ça, l'esprit. Oui. Puis en plus, il y a des gens dans le réel qui ne sont pas desservis. Donc, on peut bien développer des vues de l'esprit, mais quand les gens sont devant nous puis ont des besoins, donc il y a aussi une nécessité d'y répondre, si je comprends bien. Il y a quelque chose de pragmatique là-dedans. Aussi. Puis je pense aussi, en fait, que par nos pratiques, on développe tout un savoir. On développe des connaissances. Fait qu'on maintenant, on est à même d'identifier, OK, c'est ça les obstacles. Ouais. Cette chose-là, c'est ça qui fait que les gens se rendent pas. Puis après, on peut collaborer avec le réseau comme un interlocuteur pour dire où est-ce que ça brise. Ouais. Est-ce qu'on est capable de faire des changements? Puis non seulement ça, mais on essaie aussi de participer à des projets de recherche pour mesurer, en fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les effets de cette pratique-là, décrire, rendre visible ces aménagements-là, ces adaptations-là, qu'est-ce qui fonctionne. Comme ça, après, c'est quelque chose qui peut être partagé aux acteurs du réseau ou autres, qu'on partage ensemble ces connaissances-là pour renforcer les pratiques de tout un chacun dans leur réalité. Oui. Et que j'aurais plein de questions, ça pullule dans ma tête, mais on va prendre une petite pause, on va respirer, puis après ça, j'aimerais ça qu'on parle de toi un petit peu. Tiens donc. Alors, je suis toujours avec mon invitée Mylène Demarbre, qui est psychologue à Médecins du Monde. Alors, on est rendu à ce moment où je veux qu'on parle un petit peu d'elle. Donc, moi, je trouve ça toujours intéressant. Qu'est-ce qui porte les gens? Qu'est-ce qui les amène à aider d'autres personnes? Et c'est quoi ce parcours-là, dans le fond? Alors, pourquoi tu es devenue psychologue? Pourquoi tu as travaillé auprès de personnes marginalisées? Tu le fais encore. Et plus encore aussi parce que... Et tout le témoignage que tu veux apporter. Explique-nous ça. Écoute, c'est une question peut-être un petit peu déroutante pour nous, les psychologues qui sommes habitués plutôt d'entendre les autres. Voilà. Où je me retrouve dans une chaise inversée. C'est effectivement une très grande question que... Dans notre travail avec les intervenants, on se pose souvent et on leur pose et on se la pose avec eux. Je pense que personnellement, pour moi, en fait, j'ai une immense curiosité pour l'être humain. Je me sens très intéressée par ce qui habite et ce qui anime les autres. Je pense que probablement j'ai toujours eu ça en moi. Puis j'ai l'impression que aussi, peut-être j'avais certaines capacités d'écoute. Naturel, que j'ai ensuite pu peaufiner longuement sur les bancs d'école du doctorat qui est exigé par ma profession. Mais donc, je dirais que c'est avant tout un profond intérêt pour l'être humain, en fait, qui m'a emmené à ce rôle-là, puis qui m'y garde à ce jour. Puis pourquoi ces personnes-là? Ouais. Je pense que j'ai fait l'expérience tôt dans ma vie de, peut-être c'est un mot maintenant un peu galvaudé ou qu'on entend souvent, mais c'est celui qui me vient, je vais dire de mes privilèges. Je pense que j'ai eu la chance de grandir dans un milieu sécuritaire, aimant, suffisamment bon, puis de prendre la mesure en fait de comment ça a été essentiel puis que ça a participé à mon devenir. J'avais près de moi, en étant petite, des personnes qui n'ont pas eu cette chance-là. Puis c'est comme si j'ai vécu de manière très concrète que, étant enfant, on partait exactement du même point. Puis, le parcours a été très, très changé.
Donc, pendant que d'autres se sont retrouvés seuls, parce que pour toutes sortes de raisons, leurs parents n'ont pas été en mesure de vraiment assumer là, leur fonction, ben moi, j'étais à côté, soutenue avec toutes mes collations puis mes affaires. Puis, ben, à partir de cet univers de sécurité et d'attachement-là, en fait, ça m'a permis de me développer, de trouver ma voie à moi, mais en ayant le luxe de certains ancrages. Puis je pouvais voir, en fait, comment c'est extrêmement fragilisant quand on n'a pas cette chance-là, puis comment on devient un petit peu pris à se construire tout seul, finalement, chose qui est impossible pour l'être humain. On est des êtres très dépendants les uns des autres. Donc, je pense que c'est ça qui m'a amené à une pratique où il y a quelque chose en moi qui se dit... c'est inacceptable, en fait, que ces personnes-là soient exclues, isolées, puis laissées de côté. Bien entendu, les gens sont libres de se mettre à l'écart si eux, ils en ont envie. Mais je pense que, comme société, comme professionnels, comme concitoyens, on a quand même la responsabilité, nous, d'inviter, de répondre à l'appel. Et... tu parlais d'être de veiller, d'être au chevet d'eux, ou de proposer finalement une offre de lien, puis de resolidarisation. Donc, ça me parle, j'ai envie qu'on fasse de la place à ces personnes-là, puis c'est prioritaire pour moi que tout le monde ait accès à ces espaces de soutien puis de sécurité-là. Oui. Alors, c'est pas un hasard, tu as fait un choix, tu as vu quand tu étais petite, et ensuite tu as choisi. Alors... on va continuer la conversation pour qui as-tu choisi finalement? Alors, on revient. Vous écoutez Regard sur l'itinérance avec France Labelle. Alors, je suis de retour avec mon invité, psychologue à Médecins du Monde, Mylène Demarbre. Alors donc, on parle toujours de ces personnes dont on veut prendre soin. Quand les gens, la population générale, voient des personnes en situation d'itinérance sur la rue, ils voient le visible, des personnes qui peuvent être intoxiquées, avoir peut-être des problèmes de santé mentale, qui peuvent être agités, se parler seuls, crier. Et s'il arrive que ces personnes font peur, mais c'est comme si c'était la seule photo, le moment, le seul moment. Mais en fait, il y a eu un avant. La personne a été l'enfant de quelqu'un, le parent, l'ami, l'amoureux, l'amoureuse. Mais ça, c'est comme si tout ça s'était dissous dans l'instant présent. C'est comme si c'était à partir de ce moment-là précis qu'on se faisait une idée, puis qu'on avait tout compris, tout réglé ou tout décidé. Toi, Mylène, tu les vois comment, ces personnes-là, dans le avant et dans le maintenant éventuellement? Je pense que je les vois avant tout, en fait, comme des êtres humains, comme toi, comme moi, dans toute leur diversité. Puis il me vient une réaction à ton commentaire, c'est... l'émission s'appelle Regard, hein? Oui. Le commentaire que tu viens de faire, pour moi, c'est un regard extrêmement réducteur. Oui. Puis, en fait, si on parle de ça, je sais pas, ça me dérange qu'on puisse limiter l'itinérance ou la santé mentale à des photos très extrêmes comme ça. L'itinérance, est-ce qu'on
est-ce que l'itinérance qui nous dérange, c'est celle qu'on voit? Est-ce que l'itinérance qui nous dérange, c'est celle qui fait du bruit? Parce que oui, ça en est des visages, mais il y en a toutes sortes d'autres. Absolument. Donc, est-ce qu'on est moins dérangé par tous ceux qui sont un petit peu plus cachés dans leur coin, très isolés, très silencieux? Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on parle d'itinérance ou on parlerait de comportements problématiques sur la place publique? Ouais. Mais si on parle de ça, il n'y a pas que les personnes en C'est pas situation l'apanage. d'itinérance qui font Non. ça. Non. Donc, il y a toutes sortes de galvaudages, en fait, puis d'associations qui se font, qui représentent pas du tout le phénomène. Même chose pour la santé mentale. Bon, ça peut être, oui, des fois crié, oui, très visible, des symptômes qu'on pourrait dire plus psychotiques, qui souvent souvent angoissent les gens. Mais la santé mentale, c'est aussi... être tellement déprimé qu'on est caché dans son coin. Ouais. C'est aussi être tellement méfiant qu'on n'adresse plus vraiment la parole à personne. Donc, c'est tellement plus large que ça. Puis, il y a effectivement, on parlait de tout l'avant. Oui. Mais c'est quoi l'histoire? C'est sûr que la situation actuelle des personnes, elle est toujours enracinée dans leur histoire, dans leur expérience. Ça, c'est vrai pour nous tous, en fait. Hein? Les choix qu'on fait apparaissent toujours dans un contexte. Puis des fois, on a des contextes où est-ce que... il y en a pas mal des choix. Ouais. Puis c'est comme aidant. Ça semble plus facile faire des bons choix quand il y a toutes sortes d'options. T'sais. Puis peu importe quelle route je prends, il y a encore des options. Les possibles sont ouverts. Ouais. Ça va bien dans ce temps-là, prendre des décisions. Puis des fois, on est dans un univers beaucoup plus fermé, beaucoup plus contraint. Mais il faut choisir quand même dans cet univers-là. Donc, je pense que peut-être c'est ça, hein, souvent des histoires de vie qui ont limité le champ des possibles beaucoup, puis qui ont atteint... le sentiment d'existence, l'estime de soi, le rapport à eux-mêmes que les personnes ont. Donc, c'est sûr que l'avant, peut-être qu'on en entend souvent parler. Je pense que dans les derniers épisodes aussi, ça a été un petit peu nommé. On connaît les grandes lignes de beaucoup de parcours, des traumas relationnels dès l'enfance, souvent répétés, que ce soit... négligence, violence, abus, absence aussi. Oui. Des fois, c'est comme, il n'y a pas de figure de soutien. Donc, quand le trauma, ça peut être des choses qui sont en trop. Oui. Donc, on attaque quelqu'un, on fait un... Puis ça peut être des choses qui manquent. Oui. Hein? Moi, si je suis un petit enfant, j'ai besoin de figures autour de moi pour m'aider, pour me nourrir mes soins physiques, mais aussi pour me développer psychologiquement. Dans mon rapport à moi-même, dans mon identité, dans mes relations aux autres, comment je vais réagir, comment je gère ça, moi, mes émotions. On a tout appris ça de quelque part, hein, personne en situation d'itinérance ou non incluse. Donc voilà, souvent, on est dans un avant qui était très, très complexe. Puis après ça se conjugue à un maintenant qui est extrêmement complexe. Donc on connaît, je pense, en ce moment, c'est beaucoup dans les médias, le manque de ressources. Oui. La crise du logement, la pauvreté, toutes sortes de processus fragilisants comme les exclusions dans les institutions, les barrières d'accès à la santé, la criminalisation. Là, tout ça se conjugue ensemble, en fait. Là, c'est l'idée un petit peu de l'intersectionnalité. Là. Absolument. La personne, elle se trouve à la rencontre de toutes ces expériences-là en même temps. Puis peut-être si on parle de l'avant, mais ce serait aussi important de mentionner que il y a un après. La personne est encore là, l'histoire n'est pas finie. Donc là, c'est là qu'on arrive, les organismes, Médecins du monde, pour, OK, comment on travaille ensemble maintenant pour dessiner avec la personne un après qui serait plus proche de ce dont elle aurait envie pour elle-même, puis qui pourrait aussi peut-être guérir toutes sortes de choses qui se sont passées dans le avant, puis qui sont, hein, moi j'avais un patient qui me parlait de son sac à dos. Ouais. Son sac à dos symbolique qui traîne toujours plein de roches. Puis c'est pesant. Puis ça l'écrase. Fait qu'il commence sa journée, puis il interagit avec le monde, avec les autres, avec toujours ce poids-là. Puis qu'il disait, c'est ces roches d'avant, finalement, qui traînent encore avec lui. Puis on utilisait beaucoup cette métaphore-là. OK, comment on va le rendre moins pesant? Ouais.
c'est quoi les bouts de ciment qu'on pourrait... Ouais. qu'on pourrait laisser de côté pour qu'il y ait plus de place, puis plus de légèreté pour le chemin, puis de la place pour rajouter aussi des nouvelles choses. Tu as dit le mot désir pour qu'émerge quelque chose. Quand on pense itinérant, puis tu as évoqué les médias, là, c'est l'apocalypse, la face visible, là, bon. Mais puis quand on pense itinérance, on pense souvent à psychiatrie. Hein, on va le voir. Tu offres de la psychothérapie. Donc, comment ça se passe, ça? Le monsieur qui transporte des roches dans son sac, quelle est leur parole? Est-ce qu'ils acceptent de parler? Qu'est-ce qu'ils racontent? Et dans cette espèce de mise en mots, là, comment ça se passe? Puis ça, je pense que c'est, d'une certaine façon, c'est peut-être un grand mystère parce que je suis sûre que la majeure partie des gens ne pense pas qu'une personne désaffiliée puisse se représenter en thérapie puis se raconter. Ça, c'était tout le défi. Hein? Quand on a commencé le programme pour les personnes désaffiliées, ça va bientôt faire 10 ans. Puis ça reste encore très rare, en fait, de dire, OK, on va offrir la psychothérapie à des personnes en situation d'itinérance. C'est comme les gens sont surpris. C'est comme si on traite... comme si on pensait que ces personnes-là n'avaient pas de psychisme. Mais elles ont des enjeux d'hébergement, de toute leur réalité plus matérielle ou plus objective, mais elles ont aussi une réalité psychique, comme nous tous d'ailleurs, avec laquelle on est tous pris pour composer plus ou moins facilement. C'est sûr que, en fait, même pour quelqu'un qui n'est pas en situation d'itinérance, aller prendre la parole sur soi, sur ce qu'on porte de plus intime, c'est quelque chose qui demande énormément de courage. Oui, ça fait mal. Il y a peut-être des auditeurs qui ont déjà fait l'expérience eux-mêmes d'aller en psychothérapie. Hein. On se commet, on se mouille et en fait, on se découvre soi-même. C'est sûr qu'il y a beaucoup de différences entre l'approche, la psychiatrie, la psychothérapie. Je pense que c'est souvent complémentaire, en fait. Ça prendrait des psychiatres pour parler de ça, mais en 2 mots, je dirais que c'est sûr que la psychiatrie s'enracine dans une vision d'abord médicale. Donc, la lunette qui est utilisée va venir de là. Après, on peut être très humain dans cette lunette-là. Souvent, ce qui va être mis... souvent la médication ou en fait la thérapeutique, ça va être à travers la médication, ça va être central. C'est sûr que dans notre société aussi, les médecins, les psychiatres ont beaucoup de responsabilités et de pouvoirs associés. Donc, signer les papiers, par exemple, d'aide sociale, la cour, est-ce qu'on garde les gens? Donc, il y a un rôle de soin, puis je pense qu'ils ont un autre rôle en parallèle qui doit venir avec beaucoup de défis. La place du psychologue, je dirais, elle est plus neutre. Donc, nous, premièrement, on ne fait pas de prescription. Fait qu'on ne peut pas venir raconter des histoires au psy peut-être parce qu'on aura envie d'avoir une pilule. Il n'y a pas ça à nous donner. Puis, il y a moins peut-être cette figure-là là, de pouvoir. Quoique, on peut penser les rapports de pouvoir dans voilà. Oui, absolument. Oui. Donc, déjà, il y a cette neutralité-là. Puis, pour moi, en fait, la psychothérapie, c'est avant tout un espace d'écoute et d'accompagnement. Donc, ça va passer par la prise de parole. La parole, c'est l'outil de base. Et puis, à mes yeux, une psychothérapie n'a pas... Il y a un collègue, Alexandre Francisco, qui parle d'un voyage. Il dit, on part en voyage ensemble, on ne sait pas où on s'en va. Mais on sait qu'on y va ensemble. Donc oui, on va placer une certaine forme de cadre, essayer de se donner des balises de temps, de lieu et tout ça. Mais autrement, ça sera à créer. Donc, l'objectif n'est pas déjà décidé avant que la personne arrive. Par défaut, elle devra vraiment s'impliquer, en fait, à d'abord trouver, mais qu'est-ce que je demande? Qu'est-ce que je viens de chercher? Qu'est-ce que je viens chercher? Qu'est-ce que je veux pour moi-même? Et
souvent, en fait, c'est très, très, très complexe. Il y a beaucoup de nuances dans ce qu'on peut demander à la première rencontre, puis ce qu'on vient chercher au final pour vrai. Donc, la personne, elle va devoir faire preuve d'énormément d'agentivité. Parce qu'on est moins dans un contexte où, j'arrive devant un professionnel qui a des réponses, qui va me donner des outils, qui va me suggérer une marche à suivre. On est beaucoup plus dans, non, on s'en vient découvrir ensemble, puis il faudra prendre la parole. Donc, prendre la parole sur tout cet avant-là. Ouais. C'est quoi mon histoire? Ouais. Qu'est-ce que je vais lui dire, là? Tu sais, c'est... De quoi j'ai mal? Oui. Mais de quoi j'ai mal aussi... Qu'est-ce que j'aime? De quoi je suis fait, en fait? Qui suis-je, moi? Donc, on part vraiment de là et ça ratisse très large. C'est sûr que nous, je pense, on se demandait quand on a parti le programme, est-ce que les gens vont embarquer? Souvent, les personnes portent toutes sortes d'histoires traumatiques, peuvent déjà avoir vu des psychologues ou des psychiatres de manière peut-être obligatoire. On pense à toutes les personnes placées, pas toujours volontaires. Donc, il y a tous ces enjeux-là de méfiance. Vous êtes qui, vous, le psy, là, qui veut? Et qui ont raconté à des éducateurs infinitum, là. Puis, ça devient empoulé, formaté, là, l'histoire, finalement. Oui, puis en fait, peut-être on pourrait dire, là, la psychothérapie, il y a un espace de liberté qui n'est pas anodin, parce que on raconte pourquoi. Donc, si moi, je m'en vais dans une ressource d'hébergement parce que j'ai pas d'endroit où dormir, puis qu'on me demande de raconter mon histoire, puis que, dans le fond, je me rends compte que c'est conditionnel à ce que j'obtienne un lit ou pas, ben peut-être que je me raconte pas de la même façon. Donc, la neutralité dont je parlais... elle sert à créer cette liberté-là. En fait, il n'y a pas de conséquences. La personne, elle pourrait venir et dire... c'est pas pour finalement, obtenir... j'aime pas ça, mon hébergement. Puis c'est correct, on va parler de ça, on va accueillir ça. Il n'y a pas de condition ou quelque chose en jeu. Donc, peut-être qu'on pourrait penser que l'être humain se raconte beaucoup plus librement quand sa sécurité, puis sa liberté dehors ou sa situation résidentielle n'est pas en jeu. Donc, je pense que ça, c'est une des grandes particularités de la psychothérapie. Donc, on se demandait, est-ce que les gens vont embarquer? Puis on n'était pas trop sûr, mais on avait quand même pris l'année d'avant pour étudier un petit peu la situation. Donc, moi, j'ai eu la chance de participer à ça. Je faisais de la clinique mobile dans ce temps-là. Fait que toute l'année, moi, je demandais aux gens, qu'est-ce qui se passe en santé mentale pour vous? Y en a-t-il des services? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qu'il faudrait? Puis il était ressorti que, en fait, les psychologues sont comme inexistants de ce champ de pratique. Fait qu'on s'est dit, OK, lançons quelque chose. Mais les gens avaient aussi dit, mais venez nous voir. Cachez-vous pas là, dans vos bureaux. Venez où est-ce qu'on est. Comme moi, j'entends ça par... peut-être on est trop méfiant pour y aller, mais si vous faites le premier pas, peut-être on pourrait essayer. Donc, on a commencé comme ça. On a installé un psychologue, une pancarte. Venez parler à Mylène le mardi, mercredi, jeudi. La porte est ouverte. Puis, finalement, les gens, ils sont rentrés. Puis il y a toutes sortes de façons de rentrer. Il y en a qui accrochent, qui s'engagent, qui vont être dans un processus de psychothérapie régulièrement, qui vont venir chaque semaine pendant des fois plusieurs années. On a un cadre très flexible, tant sur la fréquence que la durée. On a décidé de ne pas déterminer d'avance la fin. De se dire, quand les gens trouvent le courage de s'ouvrir, on va c'est pas les fameuses 10 séances et tout est réglé, là. Des fois, ça prend plus que ça. Juste se lier. Juste faire un lien, ça prend plus que 10 séances. Donc, un petit peu plus, ils ont cette possibilité-là d'habiter l'espace de manière très ouverte. Donc, il y en a qui accrochent, qui viennent régulièrement, qui vont être vraiment dans une démarche de changement en profondeur, d'aller... l'explorer, là, ce sac à dos-là, tout plein, tout lourd. Puis, il y a aussi d'autres cas de figure. Il y a aussi des personnes qui vont venir de manière un petit peu plus instable, plus ponctuelle. J'aurais envie de dire qui se mettent le pied dans l'eau de la piscine, mais qui sont pas nécessairement prêts à plonger. Des allers-retours, il y a des rechutes. Donc, nous, on est vraiment dans une perspective, la porte reste ouverte. Si la personne veut utiliser ça comme ça, on travaille avec elle aussi. En fait, en fonction de son besoin, puis d'où elle en est rendue maintenant. Puis des fois, ça se développe. Quelqu'un qui l'accompagner, parce que là, les horaires, ça prend beaucoup de flexibilité d'ouverture. Là, c'est pas l'horaire, le 50 minutes pile, on ouvre la porte, bonjour, bonsoir. Là. J'imagine là, qu'il y a beaucoup de fluidité là, dans certaines rencontres. Il
Il y a de la fluidité dans certaines rencontres. Il y a des psys qui sont allés dehors prendre une marche. Il y a aussi beaucoup de tolérance et d'ouverture par rapport à comment la personne se présente. Oui. Est-ce qu'elle arrive en retard? Oui. Est-ce que, elle n'arrive pas, puis elle nous pose un lapin? Oui. Puis est-ce qu'on a, des fois, il y a des programmes où, si la personne ne vient pas 3 fois, on ferme son dossier parce qu'on se dit qu'elle n'est pas engagée. Nous, on a décidé de comprendre plutôt ça comme des manières de s'exprimer, puis des manières de gérer la relation thérapeutique finalement qui se crée. Donc, de plutôt essayer de le penser avec les personnes. On s'est manqué, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Puis des fois, oui, on va changer si on voit, c'est-tu trop souvent? On peut faire des aménagements, mais beaucoup d'ouverture par rapport à comment les gens s'expriment. Est-ce que des fois, ils arrivent en état de consommation? Pour autant que la sécurité minimale de chaque personne soit respectée, mais on va l'accueillir comme ça, puis on pourra en parler, travailler ensemble. Une chose qu'on entend souvent par rapport à d'autres structures plus en santé mentale, des fois, il va y avoir l'idée qu'il faudrait que les gens arrêtent de consommer avant de pouvoir s'engager dans un processus. Ouais. Fait que beaucoup de monde, quand ils nous appelaient pour faire des demandes, ils disaient, mais là, c'est comme il faudrait que je guérisse avant d'être soigné. Ouais. Mais dans le fond, moi, je le sais là, que ma conso, c'est parce que je capote, puis c'est tout rapport avec les choses que je porte. Fait que c'est de ça que j'ai envie de venir parler. Donc, nous, on prend le pari, en fait, de cette flexibilité-là qui donne, tu sais, toutes sortes de suivis. Des fois, vraiment de la psychothérapie proprement dit, des fois plus des entretiens cliniques, du soutien. Mais finalement, on suit la personne à partir de elle. Où est-ce qu'elle est rendue? Puis autrement, ça pourrait pas fonctionner. Quand on travaille avec des personnes désaffiliées qui sont pas justement dans l'horaire 9 à 5, puis dans le 50 minutes, j'imagine que c'est les bonnes façons finalement de les rejoindre, ces personnes-là. Ou qu'elles nous rejoignent, parce que ce que je comprends, c'est que c'est souvent ces personnes-là qui vont vous voir, là. Alors... C'est sûr que moi, je dirais, c'est beaucoup, pour moi, la désaffiliation, il y a comme toujours une question de lien là-dedans. Le lien à l'autre, le lien à soi, qui a été, en fait, très abîmé par des expériences passées. Donc, nous, on n'est pas les organismes communautaires aussi, mais puis la psychothérapie peut-être davantage avec un focus, une proposition de lien. Donc, une invitation à une réaffiliation, d'abord à soi, au psy, aux autres. Finalement, on voit en fait que plus les gens augmentent le contact qu'ils ont envers eux-mêmes, plus ça ouvre leur disposition à trouver des façons qu'ils pourraient avoir de créer des nouveaux contacts avec d'autres. Ça peut prendre toutes sortes de formes, l'implication, le bénévolat. Puis il y a quelqu'un qui m'écoute, donc je vaux la peine qu'on m'écoute. Et ça, j'imagine aussi que dans cette construction ou reconstruction d'un lien, ça devient, même si on s'en rend pas compte. Alors, de retour avec Mylène, psychologue à Médecins du Monde. Alors, on a parlé du lien qu'on peut rétablir ou établir avec des personnes désaffiliées dans le cadre d'un espace thérapeutique. Et tout le monde n'est pas psychologue, mais il y a beaucoup d'intervenants, intervenantes dans les milieux communautaires. Il y a des milliers de personnes qui sont auprès d'autres pour les écouter, les aider pour créer du lien, recréer, retisser le fil. Alors, comment on peut aider ces personnes qui aident, qui, dans cette rencontre-là, dans ce contenu, dans cette souffrance qu'on accueille, qu'on recueille, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ça va où? Toute cette souffrance, parfois cette impuissance. Alors, les intervenantes sont souvent des gens qu'on néglige, on prend pour acquis qu'ils sont là pour aider. Mais alors, comment toi et Médecins du Monde, vous prenez soin de ceux et celles qui prennent soin?
J'ai souvent la marotte de dire à Médecins du Monde, on fait notre possible. Dans le sens que, en fait, peut-être que si on regarde ça plus largement, ce sont des problématiques extrêmement complexes. Oui. Avec des enjeux sociaux, des enjeux systémiques, économiques, résidentiels, psychologiques. Donc, ça implique tellement d'acteurs. Puis les intervenants, c'est des acteurs vraiment aux premières loges, en tout cas. Les premiers répondants, souvent, pour ces personnes-là. Je suis d'accord avec toi qui sont souvent un peu dans l'ombre. Hein? C'est peut-être la phrase « les anges gardiens hein? ». De toute façon, c'est une vocation. Fait voilà. Ils font ça pour la vocation. Chose qui est probablement vraie, mais qui n'empêche pas, en fait, qu'ils méritent des conditions de travail dignes, sécuritaires et agréables. Peut-être que la pandémie les a un petit peu plus mises en lumière parce que on n'a pas eu le choix de constater. Parce que nécessaire. Puis on n'a pas eu le choix de constater que pendant que tout le monde était chez eux, les intervenants, ils étaient encore dehors, au front. Je voudrais dire aussi que sous l'appellation intervenant, j'inclus aussi les pères aidants. Oui. Donc, pour moi, c'est un grand groupe, en fait, ces aidants-là. Puis on disait, hein, tout le monde ne fait pas de la psychothérapie, c'est vrai. Par ailleurs, il n'y a pas que la psychothérapie de thérapeutique. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec les intervenants ont une portée thérapeutique et prennent soin des gens au quotidien de toutes sortes de façons. Hein. Je pense que, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour votre travail au refuge des jeunes. Les jeunes, ils viennent chercher un lit, puis ils viennent chercher beaucoup plus, et ils trouvent beaucoup plus. Donc, ils trouvent aussi des milieux de vie, ils trouvent des lieux d'accueil. Donc, comment on fait pour les aider? Ben, en tout cas, à Médecins du Monde, une chose qu'on fait, c'est que d'abord, on les écoute. Donc, nous, on a 2 volets pour eux. On a un soutien individuel. Souvent, les intervenants n'ont pas des conditions salariales qui leur permettent de consulter des psychologues au privé. Des fois, il y a des assurances, des fois pas. Donc, ce volet-là, l'idée, c'est de donner accès. On sait qu'il y a beaucoup de roulements, des fois d'épuisement, trauma vicariant. En fait, les gens font face à toutes sortes de situations. Donc, ils peuvent venir voir un psychologue à Médecins du Monde confidentiellement. On a beaucoup de demandes, c'est pas facile de répondre. Puis on a aussi un volet, en fait, pour les équipes. Donc, la supervision clinique d'équipe. Nos psys se déplacent pour aller sur place. Toutes sortes d'endroits en ce moment. Je pense que c'est plus d'une 40aine d'équipes qu'on accompagne régulièrement. Des hébergements, des travailleurs de rue, des sites de consommation. Toutes sortes de pratiques. Moi, ça, c'est une pratique que j'aime beaucoup puis qui m'amène beaucoup d'humilité. C'est très complexe à quoi ils font face. Hein? Nous, l'idée, c'est que on arrive puis on crée un temps de parole par et pour l'équipe. Parce que déjà, premièrement, la plupart du temps, ils sont dans un feu roulant continu. Absolument. Souvent dans l'urgence. On n'a pas le temps de s'arrêter pour penser. Donc, quand le petit médecin du monde qui vient, ça nous assoit tout ensemble, un temps d'arrêt. Comment on va? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi nos questions? C'est quoi nos défis? C'est quoi nos problématiques? Et puis, moi, je vois beaucoup notre rôle là-dedans comme étant un tiers qui vient entendre puis réfléchir avec eux. J'espère qu'on amène quand même du contenu qui participe au développement des expertises. Un peu de théorie, la lunette psy, un regard aussi juste assez proche pour comprendre leur réalité, mais en même temps un peu extérieur. Hein, moi, je suis pas pris dans le feu roulant de l'hébergement. On voit plus clair. Puis d'apporter des choses réalistes aussi, qui sont quand même collées à leur réalité. Donc, vous êtes assez proche du terrain pour pouvoir aussi... Puis je pense que ça, c'est un défi, hein, parce que peut-être la plupart des formations, c'est pas toujours adapté à la réalité. Donc, c'est bien le fun, une formation sur tel ou tel trouble. Mais OK, mais nous autres, là, qu'est-ce qu'on fait là, quand la personne a crié dans le centre de jour? Là, voilà. Puis tous les enjeux éthiques en arrière de ça, en fait, hein, on veut être inclusif pour les personnes, on veut favoriser la sécurité du plus grand nombre sur place. Comment on pense tout ça? Donc, moi, je parlais que ça amène beaucoup d'humilité parce qu'en fait, souvent... nous, on n'arrive pas là avec toutes les réponses non plus. C'est ça. C'est pas votre rôle non plus. Vous avez un rôle de soutien et non pas, justement,
d'apporter les solutions à toutes les situations. Tu as nommé la complexité. C'est multiple, c'est complexe. Mais d'élaborer au moins ensemble, oui. Puis de s'intéresser à ce qu'ils vivent pour penser avec eux. Oui. Puis peut-être un dernier mot sur les intervenants. Ils sont vraiment... pèsent sur eux tous les enjeux du système. Hein? Tu sais, nous, on parle en ce moment, il manque de place, il manque de services. Mais eux, c'est eux qui doivent fermer la porte. Oui. Eux, c'est eux qui doivent dire non à un être humain. Puis là, il fait moins 20, puis il n'y en a pas des places. Donc, eux font cette expérience humaine-là au quotidien. Il faut accompagner ça. Et je pense que tu as dit expérience humaine. Et je pense que moi, les intervenantes, que je le fus jadis, c'est ce qui rend la beauté du monde, finalement. C'est ces rencontres-là, ce lien, cette humanité dans le possible et l'impossible. Merci, Mylène, d'en avoir fait partie. Merci à Médecins du Monde de t'avoir prêté à nous aujourd'hui. Puis, tu fais partie de la beauté du monde aussi. Merci beaucoup. Plaisir. Alors, il me reste quelques secondes pour remercier Mathieu Tessier à la régie, Catherine Bourderon à la revue de presse, Jean-Sébastien Laliberté, chef diffusion technique. À la semaine prochaine. Merci, Mylène.